Je pense qu'une certaine partie de la société connaît ce qu'on appelle l'ensauvagement. La délinquance explose. Il y a une explosion de cette délinquance. Les chiffres explosent en matière de délinquance. Bon. Puisqu'on est dans la période récente la plus à droite qu'on ait jamais connue, L'année la plus à droite du siècle, avec une recrudescence des débats sur l'insécurité, les rixes ou la montée de la violence, il y a fort à parier que les chiffres de délinquance seront, comme en 2002 et 2007, un enjeu majeur de la prochaine élection présidentielle. Entre la droite, qui est trop contente de pouvoir s'amuser avec ses joujoux favoris, et la gauche de gouvernement trop heureuse de prendre le train de la droitisation en marche, on pourra pas y couper. Il vaut mieux qu'on se prépare. Alors, on va aller regarder dans quelles sources, accessibles et libres, on peut aller fouiller pour répondre à une question en apparence simple. La délinquance est-elle en hausse? Comme semble le dire Xavier Bertrand par exemple. On a vu cet été. Est-ce que c'est l'embrasement d'un été? C'est un été orange mécanique. Alors, est-ce qu'elle monte, est-ce qu'elle baisse la délinquance? Vous êtes prêts? Alors parlons chiffres. En ce moment, on va pas se mentir, l'ambiance sur les plateaux télé, c'est plutôt ça. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer qu'il y a, Madame disait, un ensauvagement qui monte dans la société, ou une hausse des violences? Sur quoi vous vous basez pour dire ça? Ah bah dites donc, Sur vous des avez chiffres. vécu dans Alors, une d'accord, cave ou sur dans une lesquels- sur capsule des sur la chiffres. Lune Non, sur la des dernière chiffres, sur semaine. quels chiffres? On les montre depuis des jours, alors là je vais m'adresser à la régie parce que... Remarquez, ça date pas d'hier. En effet, ça fait une vingtaine d'années maintenant que la délinquance, l'insécurité, bref, que la peur est la ficelle la plus simple pour attiser toutes les passions. D'un autre côté, quand on écoute d'autres voix, des sociologues par exemple, on entend plutôt ça. Il n'y a pas plus de violence interpersonnelle dans la société d'aujourd'hui par rapport à celle d'il y a 20 ou 30 ans, il y en a même grosso modo moins. Alors, ça m'a donné envie de confronter un peu les deux discours, d'aller fouiller les statistiques. Il faut jamais se contenter de statistiques, puis on voit bien que depuis quelques temps, il n'y en a plus des statistiques, et ça, on va y revenir. Ah bon? Bah t'as pas dû bien chercher mon lapin. Pour connaître les chiffres de la délinquance, il n'y a pas 36 sources disponibles. Il y en a deux principales. Les statistiques de police et de gendarmerie d'une part, et ce qu'on appelle les enquêtes de victimation d'autre part. La différence entre les deux, c'est que les statistiques de police comptabilisent les faits dont les forces de l'ordre ont eu connaissance. Il y a eu dépôt de plainte, main courante ou flagrant délit par exemple, et uniquement eux. C'est leur bilan d'activité en quelque sorte. On est donc sur des stats qui vont refléter l'activité policière et pas sur la réalité de la délinquance ou de la criminalité. Les enquêtes de victimation, elles, sont menées par l'INSEE et des laboratoires de recherche spécialisés, qui vont interroger des Français au moyen d'une technique de sondage pour leur demander s'ils ont été victimes de quelque chose dans l'année qui vient de s'écouler. Ça peut être une agression physique, un vol de voiture, une escroquerie, peu importe. Elles sont basées sur du déclaratif, et on a tendance, dans le milieu de la recherche, à privilégier cette source plutôt que les stats de la police. Ou tout du moins à regarder les deux sources, parce qu'elles ne disent pas exactement la même chose. Les enquêtes de victimation, par exemple, vont prendre en compte toutes ces choses que la police n'a pas pu prendre en charge, toutes les fois où les victimes n'ont pas porté plainte, comme souvent dans le cas des violences sexuelles malheureusement. De manière générale, on se rend en fait compte que la plupart des victimes ne portent pas plainte dans des cas d'agression. On porte plainte quand il y a des questions d'assurance, donc pour les escroqueries, les vols, etc. Et beaucoup moins quand on se fait agresser, menacer, voire injurier. Alors, allons regarder un peu tout ça. On peut suivre les stats de la police et de la gendarmerie assez simplement, en se rendant sur data.gouv.fr et en téléchargeant librement un fichier qu'on appelle l'État 4001. Les sources sont dans la description. Les tableaux sont mis à jour tous les mois, et on peut remonter jusqu'à 1996. Il y a 107 rubriques dans ce tableau, c'est-à-dire un classement de tous les crimes et délits qu'on peut constater, regroupés en 107 catégories possibles. Pour les besoins de la vidéo, j'ai réduit ce nombre à 15 grandes rubriques que vous voyez à l'écran. Vous pouvez faire pause, je vous en voudrais pas. Qu'est-ce qu'on constate quand on observe l'évolution des crimes et des délits depuis, mettons, l'an 2000 ? Eh bien, on se rend compte que les chiffres de la police sont en légère hausse depuis l'an 2000, effectivement, avec un drôle d'effet pendant le confinement. Vous avez vu cette chute ? Mais l'été 2020 est loin d'avoir été l'été orange mécanique que Xavier Bertrand nous a décrit chez Bourdin. Même si les coupes pour juin, juillet et août 2020 sont assez hautes, elles ne sont pas plus hautes que ce qu'on avait connu pour janvier ou février. Elles ne sont pas plus hautes non plus que pour d'autres années à la même période. Si on laisse de côté 2020, qui a été une année particulière à bien des égards, en fait, les statistiques de police laissent apparaître ces dernières années une hausse des faits de délinquance constatés par la police. C'est vrai. Mais cette hausse reste assez faible. Voire en étant optimiste, on peut carrément dire qu'on est en dessous du niveau qu'on observait au début des années 2000.
Si les faits constatés en général n'ont pas tant augmenté que ça, c'est peut-être que les forces de l'ordre sont au max, et qu'elles ne peuvent plus augmenter leur capacité de prendre en charge des plaintes, de mener des enquêtes, etc., faute de moyens humains ou d'une organisation qui leur permette de travailler correctement. Ou peut-être que ce chiffre global cache en fait des disparités entre les différents types de délits sur lesquels peuvent travailler les flics et les gendarmes. Qu'est-ce qui se passe si on observe les faits catégorie par catégorie ? Entrons dans le ventre de la bête. En fait, ce qu'on observe vraiment au travers des statistiques policières, c'est davantage les priorités de la police que l'évolution des faits en eux-mêmes. Reprenons nos chiffres de l'État 4001, qui nous renseignent surtout sur une chose. Quelles sont les priorités qu'on donne aux policiers ? Sur quel type de délit les moyens sont-ils mis ? Si on s'intéresse aux faits de violence, par exemple, en comparant les chiffres issus des enquêtes de victimation et ceux de la police, on voit que les courbes ne décrivent pas le même phénomène. Alors qu'on voit une relative stabilité des faits de violence subis par les personnes en dehors de leur domicile dans les enquêtes de victimation, 1 à 1,5 million chaque année, la courbe en haut, les statistiques de la police nous montrent une courbe, elle, en hausse quasi constante, en bas. Qu'est-ce qu'on voit ici ? En fait, on voit que les forces de l'ordre n'ont connaissance déjà que d'infimes par des faits de violence environ chaque année, mais qu'elles s'en préoccupent de plus en plus, l'écart entre le nombre de faits déclarés par les victimes et ceux constatés par la police allant en se réduisant. Ce qu'on est en train d'observer, c'est un recentrage constant de l'activité policière sur les faits de violence contre les personnes, des faits qui leur échappaient dans une très large proportion auparavant. C'est l'influence directe de la demande politique de lutter contre l'insécurité, insécurité qui est globalement comprise comme le risque d'être victime directement d'un fait délictueux en tant que personne, quand d'autres délits, par exemple la fraude fiscale ou le fait de fumer du shit, sont réputés être des délits sans victime. On peut prendre un autre exemple, les vols de voitures. Depuis des années, les vols de voitures diminuent de manière spectaculaire en France. C'est dû notamment au meilleur système de sécurité des véhicules, qui sont en fait juste plus durs à braquer. Et on voit cette baisse spectaculaire à la fois dans les enquêtes déclaratives et dans les statistiques de la police. Ici, on observe une adaptation de l'activité des forces de l'ordre à un nouvel état de fait. Ils interviennent moins sur des cas de vol de voitures, parce que les voitures se font moins voler. De manière générale, les policiers et les gendarmes ont diminué leur activité autour des dégradations de biens, pour se recentrer sur les atteintes aux personnes. On peut observer plusieurs soubresauts dans l'histoire récente de l'activité policière, qui sont, je trouve, très parlants. Par exemple, entre 2002 et 2007, on a un accroissement impressionnant de l'activité policière autour de ce qu'on appelle les infractions à la législation sur les étrangers. C'est les arrestations de clandestins, les reconduites à la frontière, le fait d'exploiter des sans-papiers. Une augmentation de l'ordre de 16% d'augmentation de ce type de délit en moyenne chaque année, entre 2002 et 2007. En 2007, les policiers intervenaient 10 fois plus qu'en 2020 sur ce type d'infraction. Ça correspond justement à la période où Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur. On sait que les étrangers c'était son truc. Ce qui est étonnant, c'est qu'on voit que ce type d'infraction diminue peu après que Sarko ait été élu président. Pas parce que le phénomène s'était tari, non, puisqu'on voit que les chiffres sur les premières années du mandat présidentiel de Sarko sont au final assez proches de ceux qu'on observait quand il était juste ministre de l'Intérieur. Mais au fur et à mesure, il s'est rendu compte que c'était plus sa priorité, et que maintenant élu, il pouvait passer à la suite de son programme. C'est la même chose pour ce qu'on appelle les infractions à la législation sur les stupéfiants. Même si tous les gouvernements semblent avoir demandé à la police d'intervenir assez fortement sur le sujet, on voit que les plus grosses hausses d'activité policière autour du sujet ont lieu pendant que Sarkozy était ministre de l'Intérieur. Sur les 20 dernières années, il n'y a que 6 années où le nombre d'interpellations de la police pour ce type d'infraction a diminué, et notamment la période de 2018 à 2020. Darmanin aborde ce sujet dans sa conférence de presse, on le verra dans la prochaine vidéo. Il parle du nombre d'amendes distribuées aux fumeurs de shit, c'est aussi le signe que certainement la répression va reprendre. Darmanin, il a le nez sur les chiffres, il veut surtout pas se faire traiter de laxiste. Ça, c'était pour les statistiques de la police. Mais que disent les autres sources ? Dans les enquêtes de victimation, il y a des chiffres intéressants. C'est le taux de personnes victimes en France. Ça permet de battre en brèche les discours sur l'insécurité. Si on prend les cambriolages par exemple, eh bien c'est 1,7% des foyers qui ont été cambriolés en 2018. 0,8% des gens qui possèdent une voiture se la sont faites voler la même année. Et si on regarde les agressions physiques dans la rue, c'est 1,4% des gens qui ont été victimes de ça. 1,7% si on ajoute les vols avec violence. Par contre, 2,4% des citoyens français ont été victimes d'une arnaque. Et même 4,4% ont été victimes d'une escroquerie bancaire. Par exemple, un piratage de numéro de carte. Pas sûr toutefois qu'on parle 3 fois plus des escroqueries que des rixes entre bandes violentes, alors que en fait c'est le risque auquel on est tous le plus confrontés. On est loin d'Orange Mécanique là. D'ailleurs, les enquêtes de victimation mesurent aussi le sentiment d'insécurité. Et il ressort que 11% des personnes interrogées se sentent en insécurité. On est loin du JT de Jean-Pierre Pernaut aussi.
Je fais le malin avec mes chiffres là. Et il s'agit pas de nier que la délinquance existe, ni qu'il y a des gens qui se sentent vraiment mal dans leur quartier ou dans leur lieu de vie à cause de ça. D'ailleurs, en regardant les chiffres de l'insécurité, je me suis rendu compte que les personnes qui disent le plus se sentir en insécurité, c'est pas les vieux comme je l'aurais cru. Non, en fait ce sont plutôt des jeunes, pauvres, sans emploi, urbains, qui résident en quartiers qu'on appelle les quartiers sensibles. Et il se trouve que cette frange-ci de la population est également la frange qui est la plus victime de faits délictueux. Donc le sentiment d'insécurité, c'est pas forcément une invention. Il y a des gens qui ont les boules, vraiment, de ce qui se passe autour de chez eux. Et finalement, leur sentiment d'insécurité est une bonne connaissance du risque, mais avec une estimation un peu exagérée par le miroir déformant à la fois du lieu de vie et des médias. Ce que je critique ici, c'est le discours politico-médiatique autour de tout ça. En focalisant sur quelques stéréotypes, on fabrique un certain type de société, avec ses images, ses représentations. Avouez, quand on vous dit « délinquant », vous avez ces images-là en tête, plutôt que celles-là. Moi aussi, c'est normal. On baigne dans ces représentations et dans ces stéréotypes. Pourtant, ces gars-là sont issus d'une fiction, alors que ceux-là ont vraiment été condamnés par des tribunaux. Ceux-là sont dans des quartiers de relégation, et ceux-là ont été pour de vrai au pouvoir. Et le pouvoir, sur les questions de sécurité comme sur toutes les autres, est toujours sur la même ligne. C'est fort avec les faibles, et faible avec les forts. Le terreau de la délinquance, c'est avant tout la pauvreté, la relégation, le fait de ne pas entrevoir de vie meilleure possible, même en jouant selon les règles. Le fait qu'on ne pourchasse pas autant les patrons voyous que les petits dealers, qu'on mette toujours l'accent sur la fraude aux allocations, alors que l'évasion fiscale nous coûte bien plus cher, tout ceci formate une société particulière, au sein de laquelle les pauvres se foutent sur la gueule entre pauvres, et pendant ce temps, les bourgeois font ce qu'ils ont à faire. Exploiter, profiter, parasiter, en toute tranquillité. Je vous disais en début de vidéo qu'il y a des chercheurs qui travaillent sérieusement sur le sujet de la délinquance. Un des plus grands spécialistes du sujet en France, c'est lui, Laurent Mucchielli. Alors, oui, je sais, il a peut-être un peu vrillé récemment en s'affichant aux côtés du bon docteur Raoult. Que viens-je faire dans cette galère ? Mais Laurent Mucchielli, sociologue avant d'être soutien Raoult, travaille depuis des décennies sur le sujet de la délinquance. Et ce qu'il a à nous dire est intéressant. Il n'y a pas plus de violence interpersonnelle dans la société d'aujourd'hui par rapport à celle d'il y a 20 ou 30 ans. Il y en a même, grosso modo, moins. Par ailleurs, l'évolution des vols et cambriolages, c'est quelque chose qui est globalement stable. Les enquêtes de l'INSEE le mesurent depuis maintenant une vingtaine d'années. Alors, il y a des petites évolutions, des hauts, des bas, il y a des effets de crise économique par moment, mais c'est quelque chose qui est globalement stable. Cette idée que ça explose de partout, c'est faux. Loin d'observer une hausse phénoménale de la délinquance et des violences en général, loin d'Orange Mécanique donc, Mucchielli replace le sujet dans le temps long, et nous rappelle que de toute notre histoire, nous avons rarement vécu dans des conditions plus sûres. Mais dans la réalité, les gens vivent dans l'immédiat, pas sur un temps long qui traverse les siècles. Si Mucchielli observe l'évolution des faits de délinquance sur un temps très long, les commentateurs médiatiques, et en fait nous-mêmes dans nos vies de tous les jours, on a tendance à ne pas garder la mémoire de ce temps long et à baser nos commentaires et nos analyses sur un temps court, le temps dans lequel on vit. Alors oui, sur un temps long, très long, les violences et la délinquance en général suivent une trajectoire tendanciellement à la baisse. Si on se compare à des époques passées, on risque pas, comme au Moyen-Âge, de se faire buter par des bandits de grand chemin à la sortie de la forêt, ça c'est clair. Mais on a vu tout à l'heure que les faits de violence, qui avaient diminué pendant une longue période, ont recommencé à augmenter depuis 2016, sans toutefois jamais retrouver le plus haut qui avait été atteint dans les années 2000. La prise en compte de ces problèmes par les forces de l'ordre est croissante depuis 20 ans. Reste à savoir si la hausse des violences aux personnes ces dernières années, visible à la fois dans les enquêtes de victimation et dans les statistiques policières, va se poursuivre, ou s'il ne s'agit en fait que de variations qui ne dureront pas. En résumé, écoutons le directeur de l'Observatoire national de la délinquance. Si les statistiques de la police augmentent, c'est pas nécessairement lié à une augmentation des faits ou des passages à l'acte, ça peut être aussi lié justement à une meilleure révélation des faits auprès des autorités. Il y a une très grosse différence entre ce que les gens vivent réellement et ce qui est rapporté à la police. Donc il faut ces deux sources de données pour avoir le vrai bilan de la délinquance. Les responsables politiques, les décideurs publics s'appuient encore beaucoup trop sur la statistique policière pour, d'une part, avoir un discours public sur la criminalité et la délinquance, pour adapter, orienter ou prendre des décisions en matière de politique publique, et donc que l'enquête de victimation aujourd'hui n'est pas encore utilisée à la juste mesure des informations qu'elle peut fournir. Cette intervention de Christophe Soulès date de 2014. Est-ce que les politiques ont appris leur leçon ? Non ! Au final, observer les statistiques de la délinquance et leur évolution nous en apprend davantage sur l'évolution du droit, de ce qu'on considère comme acceptable ou non dans une société, plus que sur l'évolution des faits de délinquance en eux-mêmes, ou sur l'évolution de la lutte contre la délinquance, entre gros guillemets.
Ça nous renseigne aussi sur les conditions de travail des forces de l'ordre. Les agents de police, eux aussi, sont soumis au diktat néolibéral des tableaux de bord, des objectifs chiffrés. C'est pas nouveau, hein. C'est Sarkozy, d'ailleurs, qui avait inauguré ça quand il était premier flic de France. On a appelé ça la politique du chiffre, et ça a fait des ravages. Même des flics le disent. Ça fait partie du déroulement de carrière aujourd'hui des fonctionnaires de police. C'est-à-dire qu'en fonction des objectifs quantitatifs qu'ils auront atteints, leur déroulement de carrière sera amélioré. Et là, c'est purement scandaleux puisqu'on n'est plus dans un service public. Tout le monde est perdant avec une politique pareille. Les policiers, tenus par leurs objectifs, vont aller voir des bons clients. Le journaliste Valentin Gendreau, dans son récent livre, Flic, raconte comment un commissaire, par exemple, pressé par sa hiérarchie de produire du chiffre, et donc des interpellations, s'y prend. Il va aller interpeller des vendeurs à la sauvette, à côté de la Tour Eiffel, plusieurs fois par jour, parce qu'à chaque fois, ça lui fait une interpellation de plus à mettre sur son tableau de score. Je vais pas vous mentir, je suis pas très fan des flics, mais si on les considère comme des travailleurs, il faut faire l'effort de prendre en compte leurs conditions de travail. Ça explique beaucoup de choses. Et là, le constat est clair. Vous mettez des flics, recrutés selon les standards actuels, formés à la va-vite, dans des conditions de pression intenables, et vous avez le résultat. Ils font des conneries. Ils vont faire du chiffre, quitte à forcer un peu le destin. Si ça fait 20 ans qu'on nous les brise dans les JT avec l'insécurité, c'est peut-être le signe d'autre chose aussi. On nous y parle surtout de sentiment d'insécurité. Loin d'être une invention gauchiste pour masquer la vraie délinquance, entre guillemets, pour la minimiser en parlant de sentiment, c'est peut-être surtout une chouette façon de détourner l'attention. On l'a dit, 11% des Français interrogés se sentent en insécurité. Ça veut dire, par effet miroir, que 89% ne se sentent pas en insécurité. Pourtant, on remarque dans les chaînes info que la proportion de sujets qui parlent de ces thématiques a explosé au fil des années, jusqu'à être quasiment le fonds de commerce unique d'une chaîne comme CNews aujourd'hui. Je veux dire, ça détourne l'attention comme une affaire de voile islamique, c'est du même niveau. Les deux mamelles de la politique moderne semblent être maintenant le libéralisme économique et l'identitarisme sécuritaire. Ça fait pas envie. Alors, au final, est-ce qu'elle monte, est-ce qu'elle baisse la délinquance ? En fait, tout dépend un peu de ce qu'on considère comme la délinquance. Si on entend par là le grand banditisme, les meurtres, bref, la grosse criminalité à la French Connection ou à la Scarface, la tendance est à la baisse. Si on regarde les atteintes aux biens, c'est-à-dire les dégradations de mobilier urbain, les vols de bagnoles, la tendance est à la baisse. Si on observe les faits de violence contre les personnes, là, même si la tendance est globalement à la baisse, on voit une hausse récente des faits déclarés et des faits constatés par la police. C'est donc plus mesuré. Mais peut-être qu'en fait, c'est pas de ça dont on parle. Christophe Soulez était invité sur France Inter il y a quelques mois, et une auditrice lui a posé une question. Donc en parlant de violence, il y a une violence que je ressens énormément ici à Brive-la-Gaillarde, où je me suis installée justement à la recherche d'une vie plus tranquille. C'est tous ces bruits que font ces pots d'échappement trafiqués, surtout des motos, des trials, des scooters. Je la trouve très parlante. Le problème, c'est que criminalité, délinquance et insécurité, ce sont pas les mêmes choses. Si les gens se sentent en insécurité, c'est peut-être moins aujourd'hui à cause des crimes et délits qui se commettent autour d'eux, qu'à cause de ces petites incivilités qui pourrissent la vie des Français, comme dirait le poète. C'est les gens qui parlent fort dans la rue, qui se comportent bizarrement, de manière pas normale, entre guillemets. Les enceintes connectées, les jeunes qui sont dehors. Ça, c'est pas de la délinquance en fait, c'est juste qu'aux yeux de certains, ces comportements sont maintenant considérés comme déviants par rapport à une norme, qui est une norme bourgeoise. Ça inquiète sincèrement certaines personnes. Et ça peut devenir de la délinquance si l'appareil politique ou judiciaire le décide. Par exemple, à Nice, il y a quelques années, il y a un arrêté municipal qui avait pénalisé le fait de se retrouver à plus de 3 jeunes en même temps dans la rue. Ce serait presque comique si on n'était pas en ce moment dans un cadre social qui pénalise le fait d'être à plus de 6, peu importe notre âge. En fait, personne ne s'entend sur ce qu'on appelle l'insécurité. On n'a aucune définition commune. Alors il faudrait peut-être commencer par s'entendre sur ce qu'on entend par là, avant de faire de cette notion mal fagotée l'alpha et l'oméga des préoccupations politiques. Alors faisons attention, tous ensemble, à ne pas nous faire promener par les discours de ces gens-là. Puisque les chaînes d'infos en continu sont en boucle ces derniers temps sur les bandes violentes, les rixes ou la montée de l'insécurité, rappelons-nous qu'il en est malheureusement toujours ainsi avant des élections majeures. Rappelons-nous qu'il est toujours plus payant pour un média d'information de cracher du sujet putaclic que de produire des investigations de qualité. C'est leurs conditions de production qui veulent ça. Ne nous laissons pas enfumer par le discours de l'extrême droite, et surtout, soyons vigilants quand on nous présente des chiffres, qu'il s'agisse de délinquance, d'immigration, de quoi que ce soit. Exigeons les sources, vérifions si les sources sont pertinentes. En ce qui concerne la délinquance,
Rappelons-nous que les policiers ne sont pas les meilleures sources de données pour observer objectivement et sérieusement la délinquance, et qu'il convient au moins d'écouter ce que les victimes disent lorsqu'on les interroge. Pour paraphraser un flic célèbre, la délinquance, c'est une chose trop grave pour être laissée aux policiers. À la prochaine fois.